Imagine que tu t'attaches dans un siège, que tu regardes à travers un petit hublot rond la Terre et que tu sais avec une certitude absolue que tu la vois pour la dernière fois. Ce n'est pas une scène de film, c'est la réalité la plus probable qui attend les premiers êtres humains à voyager vers Mars. On parle d'aller sur Mars comme s'il s'agissait d'un voyage, le genre de choses dont on revient. Mais la physique raconte une histoire plus froide. La traversée elle-même, 6 à 9 mois baignée dans un rayonnement assez puissant pour mettre fin à la carrière d'un astronaute en un seul trajet, commence silencieusement à démonter le corps. Les os s'amincissent jusqu'à 2% chaque mois. Le cœur, n'ayant plus de gravité contre laquelle lutter, rétrécit de près d'un cinquième, et le monde qui attend à l'autre bout n'a pas de bouclier magnétique, un air que tu ne pourrais jamais respirer, et un froid qui te tuerait en quelques minutes. Ce soir, on va suivre ce voyage jusqu'à son terme. Et quand on aura terminé, tu comprendras exactement pourquoi les premières personnes à atteindre Mars ne reviendront presque certainement jamais chez elles. Et pourquoi ce n'est peut-être même pas la partie la plus difficile de leur destin. Installe-toi confortablement. Prends ton temps. Si tu es le genre de personne qui aime qu'on démonte doucement une certitude confortable, un petit like et abonnement aide vraiment cette chaîne à toucher d'autres esprits curieux comme toi. Parce qu'à la fin de tout ça, le mot colonisé ne sonnera plus jamais aussi simplement. Maintenant, glissons lentement dans l'obscurité. Et commençons par le commencement. Il y a un moment, encore hypothétique, qu'un petit nombre de personnes en vie aujourd'hui pourraient effectivement vivre. Il commence très calmement. Une personne s'attache dans un siège à l'intérieur d'un vaisseau spatial sur le point de quitter le sol. Et dans les dernières minutes avant que les moteurs ne s'allument, elle regarde à travers un petit hublot rond le monde dans lequel elle est née. Et quelque part dans ce silence, elle comprend quelque chose. Pas comme une idée, mais comme un fait qui se dépose dans le corps de la même façon que le froid se dépose dans une pièce. Elle comprend qu'elle voit presque certainement cet endroit pour la dernière fois. Elle est montée en sachant. Retiens cette phrase ce soir parce qu'on va y revenir plus d'une fois. Elle est montée en sachant. On est amoureux de Mars depuis très longtemps. C'est l'unique autre monde dans le ciel qui ait jamais ressemblé, même un peu, à un chez-soi. Elle a des calottes polaires qui grandissent et rétrécissent avec les saisons, exactement comme les nôtres. Elle a un jour qui ne dure qu'environ 40 minutes de plus que le nôtre, si bien qu'une horloge construite pour la Terre marcherait presque là-bas. Elle a de la météo et des nuages, et un ciel et des montagnes et des lits de rivières asséchées creusées par de l'eau qui coulait il y a des milliards d'années. Depuis plus d'un siècle, quand les gens imaginent quitter la Terre et vivre vraiment ailleurs, ils imaginent Mars. L'imagination est venue en premier, bien avant l'ingénierie, et elle n'a jamais vraiment lâché prise. Et maintenant, l'imagination s'est transformée en plan. Les agences spatiales parlent ouvertement d'envoyer des êtres humains sur Mars à la fin des années 2030 et dans les années 2040. Les entreprises privées parlent de quelque chose de bien plus grand qu'une visite. Elles parlent d'installation, elles parlent de ville. Elles parlent d'un second foyer pour notre espèce, un endroit où se tenir si quelque chose tourne mal avec le premier. Tu as presque certainement vu les illustrations. Des serres en dôme luisant contre un horizon couleur rouille. Des silhouettes en combinaison blanche impeccable marchant sur le sable comme si elles étaient sur une plage. C'est une belle image et elle est faite pour l'être. Elle est faite pour te faire sentir que c'est la prochaine étape naturelle. Que nous ne faisons que passer une porte qui est restée grande ouverte depuis toujours. Ce soir, je veux franchir cette même porte très lentement avec toi, pas en courant. Pas avec l'enthousiasme d'une bande-annonce, lentement, patiemment, en regardant chaque recoin. Mais je veux qu'on regarde ce qu'il y a vraiment de l'autre côté. Parce que sous toutes ces illustrations pleines d'espoir, il y a un fait que les peintures ne te montrent jamais, et le voici. La première mission rudimentaire vers Mars n'est presque certainement pas un voyage. Un voyage à un retour. Un voyage est quelque chose dont on revient. Ce que la physique et la biologie décrivent silencieusement à la place ressemble davantage à un départ sans retour, un passage à sens unique, non pas parce que quelqu'un a choisi de le rendre à sens unique par un quelconque sens dramatique sinistre, mais parce que le corps humain et la planète elle-même pourraient ne laisser aucune autre option. C'est la question avec laquelle je veux qu'on reste pendant les prochaines heures. Quel est le véritable destin des premiers êtres humains à atteindre Mars? Pas le destin de la brochure, le vrai. Et je veux dire clairement, avant d'aller plus loin, que ce n'est pas une histoire que je te raconte pour te faire peur. Il n'y a pas de sursaut qui arrive. C'est un regard lent, patient, sur quelque chose de véritablement étrange et véritablement lourd. Le genre de chose qui est plus facile à penser dans le noir, au bord du sommeil, quand l'esprit est assez souple pour tenir une grande idée sans frémir. Alors laisse-toi t'installer. On va prendre le chemin le plus long. Commençons par la partie la plus petite, la plus humaine, la personne dans le siège. Parce que qui qu'elle soit, elle sera extraordinaire. Chaque fois qu'il y a eu une vraie opportunité de se porter volontaire pour une mission comme celle-ci, même une mission ouvertement décrite comme possiblement à sens unique, les candidatures ont afflué par milliers. Il n'y a aucune pénurie de gens prêts à partir. Ce fait seul devrait te dire quelque chose sur nous en tant qu'espèce. Quelque chose d'agité, de tendu vers l'avant et d'un peu imprudent. Mais la volonté n'est pas la même chose que la possibilité.
Une personne peut vouloir de tout son cœur faire une chose que son propre corps ne lui permettra pas de défaire. Et cet écart entre le vouloir et le défaire, c'est là que vit toute cette histoire. Parce que voici la vérité tranquille qu'on va découvrir ensemble ce soir, couche par couche. Le voyage vers Mars transforme le voyageur. Pas de manière poétique, pas comme une métaphore dans un discours inspirant, de manière physique, mesurable, cellulaire. Les mois dans l'espace réécrivent le corps selon des courbes qui pointent toutes dans la même direction. Loin de la Terre, loin de la capacité de jamais revenir sur Terre en toute sécurité. Et puis au bout de ce voyage transformé, Mars elle-même attend, et Mars n'est pas un endroit doux où atterrir. C'est l'un des environnements les plus hostiles qu'un être humain puisse jamais tenter de survivre. Donc le voyageur est pris entre deux faits qui se referment depuis des directions opposées. Le trajet allait rend le retour dangereux. La destination rend le séjour presque impossible à bien vivre. Condamné est un mot lourd et je ne vais pas l'utiliser à la légère, mais à la fin de cette nuit, je pense que tu comprendras exactement pourquoi il revient sans cesse. Il est utile de comprendre pourquoi Mars, de tous les mondes, exerce cette emprise sur nous, parce que cette fascination fait aussi partie du piège. C'est l'appât. Lève les yeux vers le ciel nocturne et la plupart de ce que tu vois est de toute évidence hors d'atteinte. Des étoiles qui sont des fournaises, des géantes gazeuses qui t'écraseraient, des lunes de glace et de poison. Mais Mars est différente. Mars est assez proche pour qu'on la visite dans une vie humaine. Elle a une surface sur laquelle tu pourrais te tenir, un sol qui ressemble à un désert terrestre, un ciel qui change de couleur à l'aube et au crépuscule. Il y a longtemps, des astronomes regardant à travers les premiers télescopes se sont convaincus qu'ils voyaient des lignes droites sur son visage et ont imaginé des canaux, et imaginé les ingénieurs qui devaient les avoir creusés, et le monde entier est tombé amoureux de l'idée de voisins juste à côté. Les voisins se sont avérés être un fantasme, une illusion née de télescopes flous et de désirs bien humains. Mais le désir ardent qui les avait inventés n'a jamais disparu. Il a simplement changé de forme, passant de l'espoir de trouver de la vie là-bas à l'espoir d'y apporter la nôtre. Et ce désir n'est pas insensé. Il y a un argument véritablement sérieux en dessous. Un argument qui n'a rien à voir avec l'aventure et tout à voir avec la survie. En ce moment, chaque être humain qui ait jamais vécu, chaque œuvre d'art, chaque langue, chaque souvenir de notre espèce entière repose sur une seule planète. Et les points uniques peuvent défaillir. Un astéroïde pourrait frapper comme celui qui a mis fin à l'ère des dinosaures. Dans un lointain futur, notre propre soleil vieillissant enflera et deviendra hostile à la vie sur Terre. Tout avoir au même endroit, c'est, dans les termes les plus froids, garder tout cela en danger en même temps. S'étendre vers un second monde serait une sorte d'assurance pour l'espèce, un second panier pour nos œufs fragiles. C'est la raison la plus forte pour laquelle le rêve de Mars refuse de mourir, et c'est une raison qui mérite d'être prise au sérieux. Mais remarque sa forme. L'argument porte sur la survie de l'humanité dans son ensemble, l'espèce abstraite et lointaine. Il ne dit rien sur la survie des êtres humains individuels qu'on enverrait réellement. Et cet écart entre ce qui est bon pour l'espèce et ce qui arrive à la personne dans le siège, c'est exactement l'écart qu'on va passer la nuit à explorer. Alors imagine la personne dans le siège une dernière fois avant qu'on quitte le pas de tir. Elle regarde par le hublot un monde bleu. Tous ceux qu'elle a jamais aimés sont là en bas. Chaque personne qu'elle aimera jamais est là en bas. Les moteurs sont sur le point de s'allumer, et elle est montée en sachant. Garde-la dans ton esprit parce que tout ce dont on va parler, chaque nombre et chaque découverte et chaque fait étrange, concerne en réalité ce qui arrive à cette unique personne et à la poignée de personnes à côté d'elle, tandis qu'elle quitte le seul endroit dans l'univers qui ait jamais été fait pour elle. La première chose qui se passe, c'est que la porte se ferme. Et sur ce voyage-ci, la porte ne fonctionne pas comme n'importe quelle porte que tu aies jamais franchie. On va commencer par là. On a tendance à penser qu'un voyage est quelque chose qu'on peut inverser. Tu conduis quelque part, et si tu oublies quelque chose, tu peux faire demi-tour. Tu prends l'avion au-dessus d'un océan, et s'il y a une urgence, l'avion peut atterrir, ou faire demi-tour, ou un autre avion peut venir. Même les astronautes qui sont allés sur la Lune emportaient ce réconfort avec eux. La Lune est proche. Si quelque chose tournait vraiment mal en chemin, la maison n'était qu'à quelques jours derrière eux. Toujours là. Toujours joignable. Le voyage vers Mars brise cette hypothèse complètement. Et il la brise avant que l'équipage ait même quitté le voisinage de la Terre. Comprendre pourquoi est le premier pas dans le piège. Alors prenons-le lentement. Mars et la Terre sont toutes les deux en mouvement. Elles tournent toutes les deux autour du Soleil, mais à des vitesses différentes et à des distances différentes, comme deux coureurs sur deux couloirs différents d'une piste énorme, l'un à l'intérieur, l'autre beaucoup plus loin dehors. La Terre sur le couloir intérieur se déplace plus vite. Mars sur l'extérieur se déplace plus lentement. Ce qui signifie que la distance entre les deux planètes change sans cesse. Parfois elles sont du même côté du Soleil et relativement proches. Parfois elles sont de côté opposé du Soleil, séparées par toute la largeur des deux orbites. Au plus proche, Mars est à un peu moins de 55 millions de kilomètres. Au plus loin, elle est à plus de 400 millions de kilomètres, avec le Soleil lui-même assis au milieu bloquant le chemin. La distance n'est pas un nombre unique. Elle respire, se dilate et se contracte au fil du temps. À cause de ce mouvement constant,
Tu ne peux pas simplement partir pour Mars quand tu te sens prêt. Tu dois attendre que les deux planètes s'alignent d'une manière qui rende le voyage possible avec la quantité de carburant qu'une fusée peut réellement transporter. Cet alignement, cette fenêtre ouverte, ne revient qu'environ une fois tous les 26 mois, soit un peu plus de 2 ans entre chaque chance. C'est le premier barreau de la cage et il n'est fait de rien d'autre que de géométrie orbitale. Si tu rates la fenêtre, tu attends plus de 2 ans la suivante. Pas de départ anticipé, pas de départ tardif. Tu pars quand le ciel dit que tu peux partir ou tu ne pars pas du tout. Une fois que l'équipage a décollé, la traversée elle-même prend quelque chose comme 6 à 9 mois selon la disposition exacte des planètes et la quantité de carburant dépensée. Réfléchis à ce que ce nombre signifie vraiment un instant. 6 à 9 mois, ce n'est pas un trajet dont on revient d'un coup. Au bout de quelques semaines, faire demi-tour prendrait aussi longtemps que continuer. Il n'y a pas de rive plus proche, il n'y a pas de garde-côte, il n'y a pas d'autres navires dans le couloir maritime, parce qu'il n'y a pas de couloir maritime. Une fois engagés sur la trajectoire, ils suivent une courbe à travers l'espace vide qui a été calculée des mois à l'avance. Et cette courbe n'a pas de sortie. C'est ce que je veux dire quand je dis que la porte se verrouille. Ce n'est pas une métaphore sur la volonté, c'est de l'arithmétique. Sur le chemin aller, il n'y a ni bas, ni retour. Retiens aussi cette phrase. Ni bas en route, ni retour à la maison. On découvrira plus tard qu'elle est bien plus littérale qu'elle n'en a l'air. Il vaut la peine de comprendre comment la traversée fonctionne réellement, parce que ça explique pourquoi faire demi-tour n'est pas juste difficile, mais essentiellement dénué de sens. Un vaisseau spatial ne vole pas vers Mars en ligne droite, moteur allumé tout le long comme une voiture sur une autoroute. Il n'y a pas assez de carburant pour ça, et de loin. Au lieu de cela, le vaisseau se donne une grande poussée près de la Terre, et puis il plane, moteur éteint, le long d'un grand arc courbe à travers l'espace. Un chemin façonné par la gravité du Soleil, minuté de sorte que le vaisseau et Mars arrivent au même point, au même moment des mois plus tard. Le vaisseau n'est pas conduit vers Mars. Il est lancé comme une pierre le long d'une courbe précise, et il tombe le reste du chemin tout seul. Presque tout le voyage se passe en dérive, sans puissance, suivant une ligne tracée par la physique avant le lancement. C'est pourquoi il n'y a pas de demi-tour possible dans un sens réel. Il n'y a pas de moteur en marche qu'on pourrait simplement pointer dans l'autre direction. Changer le moindre élément de la trajectoire nécessiterait une autre énorme poussée de carburant que le vaisseau n'a pas. Et même alors, la Terre ne serait plus là où elle était quand tu es parti, parce que la Terre aussi continue de tourner autour du Soleil. L'équipage ne choisit pas d'aller de l'avant plutôt que de revenir. L'avant est la seule direction que la physique laisse ouverte. Ils sont engagés dès l'instant où la première poussée s'arrête et où la dérive commence. À partir de ce moment, ils ne voyagent plus. Ils tombent selon une trajectoire que personne ne peut modifier. Ils sont engagés dès l'instant où la première poussée s'arrête et où la dérive commence. Et puis il y a le silence, ou plutôt le délai. On est tellement habitué à la communication instantanée qu'on oublie qu'elle dépend de la distance. Un signal radio depuis Mars, voyageant à la vitesse de la lumière, met entre 3 minutes et 22 minutes pour atteindre la Terre selon où les deux planètes se trouvent dans leurs orbites. Et ce n'est que dans un sens. Pour qu'une réponse revienne, tu doubles. Donc une simple question et sa réponse peuvent être séparées par 6 à 44 minutes d'attente pure. Assieds-toi un moment avec ce que ça fait à un être humain. Il ne peut pas y avoir d'appel téléphonique à la maison. Pas un vrai. Tu pourrais parler puis attendre et finalement entendre une réponse à quelque chose que tu as dit une demi-heure plus tôt, adressée à une version de toi qui n'existe plus dans le même instant. Chaque conversation devient une paire de lettres traversant un océan sombre. Pire encore, en cas d'urgence, il n'y a personne à appeler du tout. Si un équipement tombe en panne, si un incendie se déclare, si une crise médicale se déroule, l'équipage ne peut pas être guidé en temps réel par des experts sur Terre. Parce qu'au moment où les experts entendent le problème, il a peut-être 20 minutes d'ancienneté. Et quand leur conseil arrive, il est encore 20 minutes plus vieux. Les gens sur ce vaisseau doivent être capables de se sauver eux-mêmes, seuls, ou ne pas être sauvés du tout. C'est une sorte de solitude qu'aucun être humain dans l'histoire n'a jamais connue. Même le marin le plus solitaire, même l'explorateur polaire enterré dans une tente au milieu d'une tempête, était plus proche de l'aide que ça. La porte se verrouille donc de 3 façons à la fois. Les orbites n'ouvrent un chemin que tous les 26 mois. La traversée est trop longue pour être inversée. Et la distance étire chaque appel à l'aide en un délai qui rend le sauvetage impossible. Avant que l'équipage n'ait ressenti le moindre effet physique du voyage, avant qu'un seul des changements dont on va parler n'ait commencé, ils sont déjà hors de portée de tout retour au sens logistique le plus basique. Ils sont déjà, pour dire les choses simplement, seuls. Mais la logistique n'est que le mur extérieur. La distance verrouille la porte de l'extérieur. Ce qu'on va regarder ensuite est bien plus étrange et bien plus intime, parce que ça verrouille la porte de l'intérieur. Ça se passe tranquillement, invisiblement, dans les cellules même des personnes qui font la traversée, et ça commence à l'instant où elles quittent l'abri de la Terre. Il y a quelque chose qui attend dans l'espace vide entre les mondes, quelque chose que tu ne peux ni voir ni sentir, et c'est déjà en train de les traverser. Sur Terre, tu es protégé par 2 boucliers si constants et si silencieux que tu n'as jamais pensé une seule fois à les remercier.
Le premier est un champ magnétique généré au plus profond du cœur en fusion de notre planète, s'étendant loin dans l'espace et enveloppant la Terre entière dans un cocon invisible. Le second est l'atmosphère, l'océan d'air au-dessus de ta tête, qui est bien plus épais et bien plus lourd qu'il n'en a l'air. Ensemble, ces deux boucliers absorbent et deviennent une pluie constante, incessante, de rayonnements venant du Soleil et de la galaxie dans son ensemble. Tu te tiens au fond de cette protection en ce moment même, et tu ne la sens pas fonctionner. De la même façon qu'un poisson ne peut pas sentir le poids de l'eau dans laquelle il a toujours vécu. À l'instant où un vaisseau spatial emporte des êtres humains au-delà de cet abri, l'eau a disparu et la pluie commence à tomber sur eux directement. Il y a deux types de ce rayonnement et il vaut la peine de comprendre les deux, parce qu'ils menacent le corps de manière différente. Le premier vient du Soleil. Notre étoile n'est pas la lampe calme et régulière qu'elle semble être. C'est une chose bouillonnante et violente qui projette constamment un flux de particules chargées, et de temps à autre elle entre en éruption, projetant une tempête soudaine de particules à haute énergie en un seul éclat. Ces tempêtes solaires sont dangereuses, mais elles ont une clémence. On peut, pour l'essentiel, s'en protéger. Un abri anti-tempête au cœur du vaisseau, entouré de provisions et d'eau, peut absorber le pire d'une éruption solaire et garder l'équipage en vie pendant celle-ci. Si le Soleil était la seule menace, le problème serait difficile mais soluble. Le second type est celui qui empêche les scientifiques de dormir. On l'appelle le rayonnement cosmique galactique, et il ne vient pas de notre Soleil du tout. Il vient des confins de la galaxie, d'événements catastrophiques anciens comme les explosions d'étoiles mourantes. Des événements qui ont pu se produire il y a des millions d'années, à l'autre bout de la galaxie. Ce ne sont pas des particules inoffensives. Ce sont les noyaux nus d'atomes, dépouillés de tout le reste, certains aussi lourds que le noyau de fer, accélérés à une vitesse frôlant celle de la lumière. Une seule de ces particules porte tellement d'énergie et se déplace si vite qu'elle peut traverser la paroi métallique d'un vaisseau spatial, traverser un corps humain et ressortir de l'autre côté, ionisant et endommageant tout ce qu'elle touche sur son passage comme une balle microscopique tirée à travers des tissus. Et contrairement aux tempêtes solaires, on ne peut pas vraiment s'en protéger avec une quantité raisonnable de masse. Il faudrait envelopper le vaisseau d'une paroi si épaisse et si lourde qu'aucune fusée ne pourrait jamais la soulever. En fait, ajouter un blindage fin ou modéré peut aggraver les choses. Parce que quand ces particules ultra-rapides percutent le blindage, elles le fracassent en un spray de rayonnement secondaire, de sorte qu'une paroi mal blindée devient sa propre petite source de la chose même qu'on essaie de bloquer. Prends un moment pour vraiment sentir à quel point c'est étrange que nous vivions toute notre vie au fond de cette protection sans jamais l'apercevoir. Chaque seconde de chaque jour, des particules du Soleil et de l'espace profond foncent vers toi, et chaque seconde, le champ magnétique loin au-dessus de ta tête les dévie. Et l'air épais absorbe, ce qui passe pour que seule la plus infime trace atteigne jamais le sol où tu te tiens. On pense au ciel comme étant vide, comme n'étant rien, comme l'absence de choses. Mais le ciel n'est pas rien. C'est un bouclier de plusieurs kilomètres de profondeur, et le champ magnétique au-delà est un second bouclier plus grand que la planète. Et ensemble, ils sont la seule raison pour laquelle la surface de la Terre est assez douce pour que des créatures molles et sans protection comme nous aient pu voir le jour. Le voyageur qui part ne quitte pas seulement le sol. Il quitte le bouclier, et il ne se tiendra plus jamais, pour le reste de la mission, sous quoi que ce soit qui y ressemble. Mettons maintenant des chiffres dessus, parce que ce sont les chiffres qui ont transformé ça d'une inquiétude abstraite en un vrai problème dont la mèche brûle. On connaît les vraies valeurs parce qu'un rover de la NASA nommé Curiosity a transporté un détecteur de rayonnement jusqu'à Mars, mesurant la dose tout au long du trajet et à la surface. Pendant la traversée en espace profond, hors du champ protecteur terrestre, le rover a mesuré un débit de dose d'environ 1,8 millisievert par jour. Si cette unité ne te dit rien, voici la comparaison qui lui donne du poids. À la surface de la Terre, protégée par nos boucliers, une personne absorbe environ 3 millisieverts en une année entière de sources naturelles de fond. Là-bas, dans la traversée vers Mars, un voyageur absorbe une quantité comparable à peu près tous les 2 jours. Autrement dit, l'exposition au rayonnement du voyage est un peu comme recevoir un scanner médical du corps entier tous les 5 ou 6 jours pendant des mois et des mois, sans moyen de sortir de la machine. Sur l'ensemble de la mission, le voyage aller, le long séjour à la surface, et le voyage retour s'il est ne serait-ce que tenté, la dose totale grimpe à quelque chose de l'ordre d'un sievert, 1000 millisieverts. Certaines estimations la poussent plus haut, vers 1200. Et voici où ça devient personnel, parce que les agences spatiales fixent des limites de carrière sur la quantité totale de rayonnement qu'un seul astronaute est autorisé à absorber au cours de toute sa vie. Professionnelle. Précisément parce que les risques de cancer et d'autres dommages augmentent avec la dose. Ces limites à vie se situent dans la même fourchette que la dose d'un seul aller-retour vers Mars. Relis ça lentement. Un seul voyage vers Mars peut délivrer, à lui seul, une quantité proche de la totalité du rayonnement qu'un astronaute de carrière est autorisé à recevoir dans toute une vie. Que fait réellement ce dommage ? Tout au fond. Le rayonnement nous nuit en cassant des choses à l'échelle des molécules. Il tranche les brins d'ADN, le manuel d'instruction enroulé dans chacune de tes cellules.
La plupart du temps, ton corps peut réparer ses cassures. Il est très doué pour ça. Mais quand les cassures sont assez fréquentes et assez sévères, certaines sont réparées de travers. Et une cellule aux instructions corrompues peut devenir la graine d'un cancer des années ou des décennies plus tard. Le rayonnement semble aussi endommager l'architecture fine du cerveau et les cellules du cœur et des vaisseaux sanguins, augmentant silencieusement les risques d'ennui bien plus tard. Rien de tout cela n'est dramatique sur le moment. Un voyageur traversant l'espace vers Mars ne sentirait absolument rien. Il n'y a pas de vent, pas de chaleur, pas de sensation. La marée passe à travers eux dans un silence parfait, et le seul registre se trouve dans l'accumulation lente de minuscules cicatrices à l'intérieur de leurs cellules. Le rayonnement, cependant, n'est que le premier des changements, et c'est celui qui ne laisse aucune sensation. Le suivant est différent. Le suivant, le corps le fait lui-même, activement, délibérément, et il commence à démonter le voyageur de l'intérieur d'une manière qui, étrangement, ne donne l'impression que rien ne va de travers. En fait, on peut se sentir merveilleusement bien. C'est ce qui le rend si troublant. Ton corps est un argument de toute une vie avec la gravité. Tu n'y as peut-être jamais pensé de cette façon, mais c'est vrai. Et ça se passe en ce moment même pendant que tu te reposes. Chaque os de ton squelette, chaque muscle de tes jambes et de ton dos, l'épaisseur même et la solidité de tout ça existent parce que la gravité te tire constamment vers le bas et ton corps se construit constamment pour résister à cette traction. Ce n'est pas un détail d'arrière-plan du fait d'être vivant. C'est l'une des forces organisatrices fondamentales de toute ton existence physique. Ton squelette est aussi solide qu'il l'est parce que chaque jour, on lui demande de te maintenir debout contre le poids du monde. Retire cette demande et le corps, étant efficace et pratique, cesse de se donner la peine d'y répondre. C'est exactement ce qui se passe dans l'apesanteur de la traversée vers Mars. Il n'y a ni haut ni bas. Rien ne tire le voyageur vers un plancher parce qu'il n'y a pas de plancher au sens propre. Ils flottent et leur corps, sentant que les os et les muscles ne sont plus sollicités pour lutter contre la gravité, commence à tranquillement les démonter. Ce n'est pas un dommage au sens d'une blessure. C'est quelque chose de presque pire, parce que c'est le corps qui se le fait à lui-même, exprès, suivant des règles qui le servaient parfaitement sur Terre et le trahissent complètement dans l'espace. Le corps lit l'apesanteur comme un message. Le message dit « tu n'as plus besoin d'être aussi fort ». Alors il commence à lâcher prise. Les chiffres ici sont véritablement saisissants. En apesanteur, les astronautes perdent de l'os à un rythme d'environ 1 à 2% par mois, et dans certains cas jusqu'à 3%. Laisse ce taux s'installer en le projetant vers l'avant. Après 6 mois dans l'espace, un voyageur pourrait perdre quelque chose comme 10% ou plus de la densité minérale de ses os porteurs, les hanches, la colonne vertébrale, les os longs des jambes. Sur toute la durée d'une mission martienne, qui s'étend sur des années, la perte cumulée pourrait grimper vers une fourchette que nous associons normalement aux personnes âgées les plus fragiles. Considère cette comparaison, que je trouve presque difficile à croire même en la disant. Une femme de 70 ans atteinte d'ostéoporose sévère, une maladie que nous considérons comme la fragilité du grand âge, peut avoir perdu 30 à 40% de sa masse osseuse au fil de décennies. Un astronaute de Mars dans la force de l'âge, dans la trentaine, pourrait approcher le même territoire en quelques années. Il pourrait arriver sur Mars ou revenir vers la Terre en portant le squelette de quelqu'un qui a un demi-siècle de plus. Le mécanisme sous-jacent est une sorte de malentendu tragique à l'intérieur du corps. L'os n'est pas la chose morte et statique qu'on imagine. C'est un tissu vivant constamment démoli et reconstruit par deux équipes opposées de cellules. L'une qui dissout le vieil os et l'autre qui en dépose du nouveau. Sur Terre, ces deux équipes restent en équilibre parce que le stress quotidien de la gravité signale à l'équipe de construction de continuer à travailler. Retire la gravité et le signal de construire s'efface, mais l'équipe qui dissout l'os continue à plein régime. Le résultat est une perte nette, lente et régulière, et tout cet os dissous doit aller quelque part. Le calcium qui le rendait solide est libéré dans le sang et évacué. Une grande partie est filtrée par les reins où elle peut se rassembler et durcir en calculs rénaux. Les muscles suivent le même chemin et le suivent tout aussi vite. Sans le travail constant de maintenir le corps droit et de le déplacer contre la gravité, les muscles s'atrophient à un rythme similaire aux os, environ 1 à 3% de leur masse par mois. Et là encore, ce sont les muscles posturaux qui souffrent le plus. Les muscles des jambes, du dos, du tronc, précisément les muscles dont une personne a besoin pour se tenir debout, pour marcher, pour tenir sa propre tête droite sous un poids réel. Les astronautes sur la station spatiale combattent ça avec un régime d'exercice brutal, s'attachant à des machines et s'entraînant pendant environ 2 heures chaque jour. Et même avec tout cet effort, ils ne font que ralentir la perte. Ils ne l'arrêtent pas. Le corps est déterminé à oublier la Terre et le maximum qu'on puisse faire est de discuter avec lui. Ce qui rend ça si différent d'une blessure ordinaire, c'est que le corps n'est pas endommagé par une force extérieure. Il fait ça à lui-même, exprès, suivant des instructions parfaitement sages sur Terre. Ton corps est constamment et raisonnablement économe. Il ne gaspille pas d'énergie à maintenir une force qu'il n'utilise pas. Au sol, cette économie est un don, parce que la traction quotidienne de la gravité continue de demander cette force. Donc le corps continue de la fournir, et les deux restent en équilibre.
Dans l'espace, la même économie devient une catastrophe lente parce que la demande disparaît tandis que l'économie continue. Et le corps démonte joyeusement les structures mêmes qui lui permettraient de jamais revenir dans le monde d'où il vient. Il n'y a pas de méchant dans cette histoire, pas de dysfonctionnement. Le corps fonctionne exactement comme prévu. C'est simplement que la conception présupposait quelque chose qui n'est plus vrai. L'unique présupposé inscrit dans chaque cellule de chaque créature que la Terre est jamais produite, qu'il y aura toujours du poids. Retire le poids et la sagesse du corps se transforme tranquillement en sa propre destruction. Laisse-moi t'emmener à l'intérieur de ça un instant, parce que les chiffres ne capturent pas la partie la plus étrange. Imagine que tu es le voyageur. Tu es à 4 mois de la traversée. Tu flottes dans le bourdonnement doux et tranquille du vaisseau, et la vérité, c'est que tu te sens merveilleusement bien. Tu te sens léger, tu te sens libre. Chaque mouvement est sans effort. Tu pousses d'un mur avec un doigt et tu dérives à travers la cabine comme quelque chose dans un rêve. Il n'y a pas de douleur dans tes genoux, pas de poids sur ta colonne, pas de fatigue dans tes jambes, parce que tes jambes ne portent rien du tout. Tu ne t'es jamais senti aussi délié de toute ta vie. Et c'est précisément ça l'horreur de la chose. Parce qu'à cet instant exact, dans cette sensation exacte de légèreté bienheureuse, tes os cèdent silencieusement leur calcium dans ton sang. Ton cœur commence à rétrécir, tes muscles s'amincissent, rien ne fait mal, rien ne t'avertit. Le corps n'envoie aucune alarme, parce que de son propre point de vue, tout va bien. Tout est efficace, tout s'adapte magnifiquement à un monde sans poids. Le confort n'est pas l'absence du dommage, le confort est le dommage. Tu te dissous, et ça a la texture de la paix. C'est la chose la plus troublante de toute cette étape du voyage, et je n'arrive pas à cesser de la retourner dans mon esprit. De tous les changements que le voyage opère sur le corps humain, celui qui arrive au cœur est peut-être le plus poétique et le plus effrayant en même temps. On nous apprend à considérer le cœur comme le centre fort de notre être, le moteur infatigable, la seule pièce qui continue quoi qu'il arrive, et il est infatigable. Mais c'est aussi, en fin de compte, un muscle. Et chaque muscle du corps obéit à la même loi impitoyable qu'on vient de voir jouer dans les os et les jambes. Utilise-le et il reste fort. Cesse de l'utiliser et il s'efface. Dans l'espace, le cœur découvre qu'il a beaucoup moins de travail à faire. Et donc, comme tout autre muscle, il commence à rétrécir. Sur Terre, debout, ton cœur doit pomper le sang vers le haut contre la traction constante de la gravité jusqu'à ton cerveau. C'est un travail véritablement dur. Une grande partie de la force du cœur existe précisément pour soulever le sang contre la gravité. Retire la gravité et le cœur, soudain soulagé de la partie la plus dure de son travail, fait ce que tout muscle fait quand la charge est retirée. Il se relâche, il réduit ses effectifs. Des études d'astronautes ayant passé de longues périodes en orbite ont mesuré le cœur perdant effectivement de la masse, rétrécissant de quelque chose dans la fourchette de 20% ou plus. En même temps, quelque chose d'étrange et de visible arrive au sang, ou plutôt à l'endroit où il va. Sur Terre, la gravité tire constamment et doucement tes fluides corporels vers le bas. Dans l'espace, cette traction disparaît et les fluides se redistribuent. Le sang et d'autres fluides dérivent vers le haut, vers la tête et la poitrine, et y restent. Le résultat est l'apparence classique de l'astronaute de longue durée. Un visage gonflé et boursouflé et des jambes étrangement fines et grêles. Et le corps répond à ce changement de fluide d'une manière qui aggrave encore toute perspective de retour. Quand tout ce fluide monte vers le haut du corps, les capteurs du corps, dont beaucoup se trouvent dans la poitrine et le cou, ont l'impression qu'il y a trop de fluide dans le système. Alors le corps fait la chose logique. Il se débarrasse de ce qu'il croit être l'excédent. Il réduit le volume total de sang, parfois de 10 à 20%. Le voyageur se retrouve avec un cœur plus petit pompant un volume de sang réduit, parfaitement adapté à un monde sans gravité et parfaitement inadapté à un monde qui en a. Imagine ce qui arrive quand ce cœur rétrécit, pompant ce volume réduit de sang, et soudain sommé de travailler de nouveau contre la pleine gravité. Sur Terre, se lever debout exige que le cœur pousse le sang jusqu'au cerveau contre la traction même qu'il a passé des mois à oublier comment combattre. Un cœur qui a perdu 1/5 de sa force, poussant moins de sang qu'avant, pourrait tout simplement ne pas en être capable. Ce n'est pas hypothétique. Les astronautes revenant de 6 mois sur la station spatiale vers la Terre souvent ne peuvent pas se lever sans avoir des vertiges, sans que leur tension artérielle s'effondre, sans s'évanouir. Leurs corps doivent être portés et ils ont besoin de semaines de rééducation soigneuse pour réapprendre au cœur et aux vaisseaux sanguins à lutter contre la gravité. Et ça, c'est après 6 mois. Imagine ça après des années. Maintenant, imagine le retour d'une mission martienne. Le même cœur affaibli qui pouvait à peine supporter Mars devrait survivre au retour, écrasant à la pleine gravité terrestre après des années d'absence. Une gravité qu'il n'a pas ressentie depuis des années et qu'il a activement oublié comment combattre. Ce qui me ramène à la phrase qu'on a transportée. Pas de retour à la maison. Quand je l'ai dite au début, elle semblait être une description du trajet. Mais regarde-la maintenant. Il n'y a peut-être pas de retour. Non seulement parce que la fusée est difficile à construire, mais parce que le corps qui la prendrait pourrait ne pas survivre au voyage. Le retour est bloqué 2 fois. Une fois par la machine qui n'existe pas encore, et une fois par la chair qui ne peut plus supporter la contrainte. Il y a aussi quelque chose de presque tendre dans ce que le cœur fait là-bas, si tu te laisses le voir ainsi. Le cœur ne défaille pas.
Il s'adapte, il fait exactement ce pourquoi il a évolué. Il répond fidèlement à son environnement, devenant précisément le cœur qu'une vie en apesanteur requiert. Il quitte la Terre aussi sincèrement que le reste du corps, se remodelant pour un lieu où il n'a jamais été. La tragédie n'est que le fait que nous n'avons pas évolué pour ça. Un cœur qui rétrécit de bonne foi reste un cœur qui n'est peut-être plus assez fort pour ramener son propriétaire chez lui. Et ce n'est pas seulement le cœur qui se refaçonne de la façon la plus étrange. La même dérive ascendante de fluide qui gonfle le visage et amincit les jambes pousse aussi sur les yeux et le cerveau. Beaucoup d'astronautes qui passent de longs séjours en orbite reviennent avec une vision changée, parfois de façon permanente. L'arrière du globe oculaire peut s'aplatir, le nerf derrière peut gonfler, et la mise au point fine de la vue peut se décaler. Et quand deux frères jumeaux, l'un astronaute ayant passé près d'1 an en orbite et l'autre resté sur Terre, ont été étudiés côte à côte, les différences qui sont apparues étaient inquiétantes. Le jumeau parti dans l'espace montrait des changements dans la façon dont ses gènes étaient activés et désactivés, des modifications au capuchon protecteur aux extrémités de ses chromosomes et des baisses mesurables dans certains aspects de sa pensée qui persistaient après son retour. Son jumeau au sol, vivant les mêmes gènes dans une vie normale, ne montrait rien de tout cela. Voici donc le voyageur tel qu'il approche finalement la planète rouge, portant une dose de rayonnement d'une vie entière absorbée en silence, portant un squelette allégé par des mois d'oubli, déplaçant un volume de sang réduit avec un cœur plus petit. Chacun de ces changements invisibles, indolores et pointant dans la même direction, loin de la possibilité d'un retour facile. Et tout ça, chaque gramme, était censé être la partie facile, le voyage, l'attente. Parce que sûrement, pourrait-on penser, l'arrivée est la récompense. Sûrement atteindre Mars après tout ça est le moment de soulagement. Je voudrais pouvoir te dire que c'est le cas. Mais l'arrivée, comme nous allons le voir, n'est pas du tout un soulagement. L'arrivée est l'endroit où la seconde moitié du piège attend. Mars a de la gravité, mais seulement environ 38% de celle de la Terre. À court terme, ça semble agréable, presque magique. Mais souviens-toi de ce que nous avons appris. Le corps humain maintient ses os et ses muscles et son cœur en réponse directe à l'attraction de la gravité. Et Mars se situe dans un étrange milieu largement inexploré. 38% n'est pas zéro, donc le démontage pourrait ralentir, mais c'est très loin de la pleine traction qui a construit le corps en premier lieu. Donc il y a peu de raisons de croire que c'est suffisant pour stopper le déclin, et encore moins pour l'inverser. Et voici l'un des faits les plus troublants de toute cette histoire. On ne sait pas ce que 38% de gravité fait à un corps humain au fil des années. On n'a aucune donnée. Aucune. Chaque mesure qu'on ait jamais prise du corps humain en gravité modifiée vient de l'un de deux endroits. La quasi-absence de gravité en orbite ou la pleine gravité de la surface terrestre. L'énorme terrain intermédiaire, la gravité partielle dans laquelle une personne vivrait réellement sur la Lune ou sur Mars, est un blanc total en médecine humaine. Personne n'y a jamais vécu assez longtemps pour être étudié. Donc toute l'entreprise d'installer des gens sur Mars repose sur une hypothèse qui n'a jamais été testée une seule fois. L'hypothèse qu'un corps peut endurer pendant des années une fraction de la gravité pour laquelle il a été fait. Les premiers martiens ne seraient pas seulement des explorateurs, ils seraient l'expérience. Leur corps serait les données. Lève maintenant les yeux du sol et regarde le monde autour d'eux. L'air, d'abord, n'est pas de l'air. C'est plus de 95% de dioxyde de carbone irrespirable et il y en a presque pas. La pression atmosphérique à la surface est inférieure à 1% de ce que tu respires en ce moment. Ce n'est pas simplement un air raréfié qui te laisserait haletant. C'est si fin que ça se situe en dessous d'un seuil critique, le point auquel l'eau bout à la température du corps humain. Sors sans combinaison scellée et l'humidité de tes yeux et de ta langue et de tes poumons commencerait à bouillir en même temps que tu gèlerais. La surface de Mars est aussi mortellement exposée que le vide de l'espace, simplement colorée en rouge et parsemée de rochers, de sorte qu'elle ressemble trompeusement à un endroit où tu pourrais te tenir. Puis il y a le froid. La température moyenne sur Mars est d'environ -63 degrés, bien plus froid que les endroits habités les plus froids de la Terre. Et quand le soleil se couche, la chaleur disparaît presque instantanément dans le ciel noir, et la température plonge vers -100 et au-delà. Chaque nuit sur Mars est plus froide que presque tout ce que le corps humain a jamais survécu sans protection. Et au-dessus de tout ça, il n'y a pas de bouclier. Souviens-toi des deux grands protecteurs que nous tenons pour acquis sur Terre, le champ magnétique et l'atmosphère épaisse. Mars n'a effectivement ni l'un ni l'autre. Son champ magnétique global est mort il y a des milliards d'années, et son atmosphère est un murmure. Donc le même rayonnement cosmique galactique qui est tombé sur l'équipage pendant la traversée continue de tomber sur eux à la surface, jour après jour, année après année. Arriver sur Mars ne met pas fin à la marée invisible. Ça ne fait qu'en changer le rythme. Remarque quelque chose sur la façon dont ces pièces s'emboîtent, parce que c'est la clé de tout. Aucune d'entre elles, à elle seule, n'est nécessairement une condamnation à mort. Le rayonnement seul pourrait être survivable avec assez de blindage et assez de chance. La perte osseuse seule pourrait être gérée avec des médicaments et de l'exercice. Une surface hostile seule pourrait être endurée dans un habitat assez bon.
Si un seul de ces problèmes existait par lui-même, on pourrait probablement, avec assez d'efforts, trouver un moyen de le contourner. C'est ce qui rend le tableau honnête si lourd. Les problèmes n'existent pas seuls. Ils arrivent tous en même temps, sur le même corps, dans la même mission. Chacun aggravant les autres. Ce n'est pas un mur à escalader. Ce sont beaucoup de murs, tous en même temps, chacun rendant les autres plus difficiles à franchir. Et une personne, contrairement à un problème sur un tableau blanc, n'a qu'un seul corps à dépenser sur tout ça à la fois. Tout ce qui concerne le voyage aller dégrade le corps vers un état dont le retour devient plus difficile. Et tout ce qui concerne la destination refuse de guérir cet état et ajoute de nouveaux dommages qui lui sont propres. Les deux moitiés ne sont pas des problèmes séparés. Ce sont les deux mâchoires du même piège et elles se referment depuis des directions opposées en même temps. Et on n'a même pas encore abordé la partie la plus difficile. Parce que jusqu'ici, on a parlé de ce qui arrive au corps en chemin et de ce qui l'attend à l'arrivée. On n'a pas encore parlé de la chose que tout le monde se demande silencieusement, mais que les brochures n'abordent jamais. Le retour. Le problème physique réel de quitter Mars et de revenir sur Terre. Même si on met la biologie de côté un moment, même si on imaginait un équipage qui serait resté parfaitement en forme, il reste le défi d'ingénierie simple et brutal de quitter Mars du tout. Pour rentrer, l'équipage ne peut pas simplement remonter dans le vaisseau qui les a amenés et appuyer sur un bouton. Ils ont besoin d'une deuxième fusée entière, un véhicule d'ascension martien assez puissant pour les soulever de la surface et les renvoyer dans l'espace. Et voici la chose qui devrait faire réfléchir tout le monde. Un tel véhicule n'a jamais été construit. Aucune fusée n'a jamais lancé des êtres humains depuis la surface d'une autre planète. Ça n'a jamais été fait, nulle part, par personne. Pas une seule fois dans toute l'histoire de l'humanité. Ça n'existe que sur le papier et dans l'espoir. Les plans qui prennent le retour au sérieux reposent presque tous sur une seule idée audacieuse. Si tu ne peux pas emporter le carburant de retour avec toi, tu dois le fabriquer une fois sur place. Tu dois fabriquer du propergol à partir des matières premières de Mars elle-même, en tirant du dioxyde de carbone de l'air martien fin et de l'eau de la glace enterrée, et en les combinant par chimie en méthane et oxygène, qu'une fusée peut brûler. Cette idée est élégante et elle pourrait même être essentielle, mais soyons honnêtes sur où elle en est. Elle n'a été démontrée qu'à l'échelle la plus infime. Un petit instrument à bord d'un des rovers récents, appelé MOXIE, a réussi à produire de l'oxygène à partir de l'atmosphère martienne pour la première fois en 2021. Mais il n'a produit que quelques grammes d'oxygène par heure, grosso modo assez pour faire respirer un petit animal. Pour alimenter une fusée capable de soulever des êtres humains de Mars, il faudrait faire tourner une usine chimique de manière autonome, fiable, pendant des mois ou des années, dans le froid et la poussière, sans personne capable de la réparer en temps réel. On a fabriqué un dé à coudre d'oxygène. On parle de fabriquer un océan de carburant. Et maintenant, ayant posé la machine, ramenons le corps dans la pièce, parce que c'est là que les deux problèmes fusionnent en quelque chose de pire que chacun séparément. Supposons que contre toutes ces probabilités, le véhicule de retour soit là, alimenté et prêt. Supposons qu'il fonctionne. L'équipage qui y monterait n'est pas l'équipage qui a quitté la Terre. Ce sont des personnes qui ont maintenant passé des années en faible gravité en plus des mois d'apesanteur pour y arriver. Leurs os sont amincis, leurs muscles affaiblis, leur cœur plus petit. Et l'acte de décoller de Mars puis de rentrer et d'atterrir sur Terre est l'une des choses les plus physiquement violentes qu'un corps humain puisse vivre. On sait déjà que les astronautes revenant de 6 mois en orbite souvent ne peuvent pas se lever sans s'évanouir. Maintenant demande à ce même corps défaillant, après des années au lieu de mois, de survivre à la violence du lancement, au long voyage retour, puis au retour écrasant à la pleine gravité terrestre. Même une fusée parfaite ne peut pas ramener à la maison un cœur trop faible pour battre contre l'attraction de la Terre. Il y a un problème de timing replié dans tout ça qui le rend encore plus dur. Tout comme l'équipage ne pouvait quitter la Terre que quand les planètes s'alignaient, il ne pourrait quitter Mars que quand les planètes s'alignent à nouveau. Ce qui signifie qu'un retour n'est pas quelque chose qui peut arriver quand l'équipage décide qu'il en a assez. Il devrait survivre à la surface pendant quelque chose comme 1 an et demi, en attendant que la fenêtre de lancement vers la maison s'ouvre. Si l'usine à carburant cafouille, si la poussière la bouche, si une pièce tombe en panne et ne peut pas être remplacée, il n'y a pas de lancement de secours et pas de sauvetage. La fenêtre se ferme et la suivante est dans plus de 2 ans. Quand on aligne la chaîne maillon par maillon, la conclusion honnête n'est pas que le retour est impossible en principe. C'est que les chances que toute la chaîne tienne pour le tout premier équipage sont suffisamment minces pour que planifier un séjour à sens unique ne soit pas du pessimisme, c'est du réalisme. Voilà donc le 3e verrou, et c'est peut-être le dernier. La distance a verrouillé la porte de l'extérieur, le corps l'a verrouillé de l'intérieur. Et maintenant, la physique pure de quitter une planète la verrouille une 3e fois. 3 verrous sur 3 portes, tout différents, tous infranchissables, tous se refermant sur la même poignée de personnes debout sur le même sol rouge et froid. Et on n'a toujours pas posé la question que Mars elle-même pose. Séparément du corps, séparément de la fusée. Même si une personne pouvait rester en forme, même si elle n'avait jamais l'intention de revenir, pourrait-elle réellement construire une vie là-bas? Pourrait-on parler d'un chez-soi?
La réponse est plus dure qu'on ne le penserait, parce que Mars ne veut pas être un chez-soi. Commence par la chose la plus fondamentale dont une colonie autosuffisante aurait besoin, la nourriture. Pour faire pousser de la nourriture, il faut un sol. Et Mars n'a pas de sol. Ce qui couvre Mars n'est pas un sol. C'est du régolithe, une poussière fine, morte, pulvérisée, jamais touchée par la vie, ne contenant rien de la richesse organique qui fait pousser les choses. Et pire qu'être simplement sans vie, il est empoisonné. Le régolithe martien est chargé de produits chimiques appelés perchlorates, des sels toxiques qui représentent environ 0,5% à 1% du matériau de surface. Pour un être humain, le perchlorate est un poison qui interfère avec la thyroïde. Pour une plante, c'est un contaminant que la plante absorberait, de sorte que même si tu réussis à faire pousser quelque chose, le manger pourrait te nuire. Puis il y a l'eau, et ici au moins il y a un espoir véritable, mais un espoir avec des conditions. Mars a de l'eau, beaucoup, mais presque tout est enfermé sous forme de glace. Il y a de la glace au pôle, de grandes calottes gelées. Il y a de la glace enterrée sous la surface à travers une grande partie de la planète. Cette eau est la ressource la plus précieuse qu'une colonie puisse avoir pour boire, pour cultiver, pour fabriquer l'oxygène et le carburant dont la survie dépend. Mais elle est gelée, souvent enterrée, souvent loin de l'endroit où l'on voudrait vivre. Et l'extraire signifie un labeur dur et continu dans des conditions brutales. L'eau est là. Elle n'est simplement jamais gratuite et jamais facile. Et sous le drame des tempêtes et du poison et du froid, il y a l'implacable routine quotidienne, qui pourrait à la fin être la chose la plus dure de toutes. La vie sur Mars serait une vie d'entretien incessant, parce que rien là-bas ne pardonne la négligence. La poussière s'insinue dans tout, fine et collante et légèrement abrasive, couvrant les panneaux solaires, s'infiltrant dans les joints, usant les machines. Et elle doit être nettoyée encore et encore, sans fin, parce qu'un panneau encrassé signifie moins d'énergie, et un joint encrassé signifie une fuite et une fuite signifie la mort. Mars a des tempêtes de poussière sans équivalent sur Terre. Tous les quelques ans martiens, environ tous les 5 ou 6 de nos années, les conditions s'alignent et une tempête de poussière grandit et grandit jusqu'à envelopper la planète entière. Une seule tempête de la taille d'un monde. Ces tempêtes globales peuvent durer des semaines, parfois des mois, remplissant l'atmosphère d'une poussière fine qui occulte le soleil et transforme le jour en un crépuscule sombre et étouffant. Et cette obscurité n'est pas simplement désagréable. Elle est mortelle pour une colonie qui dépend de la lumière du soleil pour son énergie. L'une de ces grandes tempêtes en 2018 est ce qui a finalement tué un rover de la NASA nommé Opportunity, coupant la lumière à ses panneaux solaires jusqu'à ce qu'il se taise pour toujours. Ce qui tue un robot endurci serait une menace mortelle pour une colonie d'êtres humains. Il y a aussi la corde de survie, le cordon ombilical s'étirant jusqu'à la Terre, qu'une vraie colonie est censée finir par couper. Tout ce qu'on a décrit, les machines à air, les usines à carburant, les habitats enterrés, les fermes combattant un sol empoisonné, dépend pendant longtemps d'un flux régulier de fournitures et de pièces de rechange envoyées depuis la Terre, n'arrivant que quand les fenêtres de lancement le permettent, environ tous les 2 ans. Une colonie qui a encore besoin de la Terre pour survivre n'est pas autosuffisante. C'est un avant-poste très reculé sous perfusion. Et combler cet écart, devenir véritablement indépendant, capable de fabriquer tout ce dont on a besoin à partir des matières premières de Mars sans aide de la maison, est un bond si énorme qu'il recule dans un avenir lointain, des décennies selon les plus optimistes, des siècles selon les estimations plus sobres. Il vaut la peine d'être honnête aussi sur le fantasme qui se trouve au bout de tout ça. L'idée qu'on pourrait simplement transformer Mars en une seconde Terre, épaissir son air, la réchauffer, la rendre verte et respirable et s'y promener un jour sans combinaison. Ce rêve a un nom, la terraformation, et il se heurte à un mur d'arithmétique. Des études minutieuses ont conclu qu'il n'y a tout simplement pas assez de gaz disponible et accessible sur Mars, avec aucune technologie que nous possédons ou pouvons prévoir, pour réchauffer et épaissir l'atmosphère en quelque chose qu'un humain pourrait respirer. Et même s'il y en avait, le processus prendrait non pas des années mais des siècles, plus probablement des millénaires. Mars n'est pas une maison à retaper qui attend une couche de peinture. Revenons à ce mot colonisé et tenons-le face à tout ceci. Un sol empoisonné et sans vie qu'il faut laver avant qu'il puisse faire pousser quoi que ce soit. De l'eau qui n'existe que sous forme de glace enterrée. Un air irrespirable et assez fin pour faire bouillir le sang. Un froid au-delà de l'expérience humaine. Un rayonnement sans bouclier et des tempêtes de la taille de la planète qui peuvent étouffer la lumière pendant des mois. Ce n'est pas une frontière attendant des pionniers. C'est un monde fabriqué par rien d'autre que le hasard et la physique pour résister à chaque tentative d'y faire un foyer. La survie, peut-être, avec un effort énorme et un approvisionnement constant depuis la Terre, est imaginable. Mais la colonisation au sens propre, un Mars qui vit tout seul et qui n'a plus besoin de la planète bleue derrière lui, recule dans une distance que tout l'enthousiasme du monde ne peut pas combler. Ce qui laisse les premiers colons dans une position plus étrange que l'exil. Ils vivraient dans un endroit auquel ils ne pourraient jamais vraiment appartenir, sur un monde qui résiste à leur appartenance avec chaque gramme de sa poussière empoisonnée et chaque heure de son froid mortel. Ce qui soulève une question que nous n'avons pas encore touchée, celle qui pèse peut-être le plus lourd de toutes.
Que ferait-ce à l'esprit d'une personne qui ne pourrait jamais rentrer chez elle et ne pourrait jamais vraiment s'installer là où elle se trouve? On a beaucoup parlé du corps ce soir, des os et du sang et des cœurs et de la chimie de la poussière empoisonnée. Mais il y a autre chose qui ferait la traversée, quelque chose de plus difficile à mesurer et peut-être plus difficile à endurer que tout le reste: l'esprit. Parce qu'un être humain n'est pas seulement un corps à garder en vie. Un être humain est une créature de connexion, d'appartenance, de foyer. Et les premières personnes sur Mars seraient plus profondément coupées de tout ça que quiconque ait jamais vécu. Considère d'abord le confinement pur. La vie sur Mars ne serait pas vécue sous des ciels roses ou verts en se promenant sur le sable. Elle serait vécue à l'intérieur d'habitats scellés, à l'intérieur de combinaisons, à l'intérieur d'un petit nombre de pièces pressurisées partagées avec le même petit nombre de personnes jour après jour pendant des années. Chaque souffle d'air serait fabriqué et recyclé. Chaque fenêtre donnerait sur un paysage qui te tuerait en quelques minutes si tu y entrais sans protection. Il n'y aurait pas de nouvelles têtes, pas de foule, pas d'inconnus, pas d'échappatoire à la poignée d'êtres humains avec lesquels tu as voyagé. Il y a un mot pour ceux dont les côlons seraient coupés. Et c'est un mot plus grand qu'on ne le laisse habituellement être. Le chez-soi n'est pas seulement un endroit. C'est tout le tissu vivant dans lequel une personne est cousue. Les rues familières et les saisons qui changent. Le bruit de la pluie, l'odeur de l'air après la pluie. Les visages que tu connais et les visages que tu croises. La gravité qui te tient depuis avant ta naissance. Le bleu particulier d'un ciel que tu as cessé de remarquer il y a des décennies. Nous ne sommes pas faits pour exister en dehors de tout ça. Nous sommes, dans un sens réel et littéral, des créatures de la Terre, façonnées dans chaque fibre par ce monde spécifique, accordé à sa lumière et à sa traction et à ses rythmes. Quitter tout ça n'est pas simplement voyager très loin. C'est se débrancher de l'environnement qui nous a fait et qui sustente silencieusement nos esprits aussi sûrement qu'il sustente nos corps. Personne n'a jamais fait ça de façon permanente. Et contrairement à toute expérience antérieure d'isolement, les premiers martiens ne pourraient pas rentrer chez eux. Pas bientôt, et très probablement jamais. Pour toutes les raisons qu'on a passé cette nuit entière à découvrir, il n'y a pas de date de retour vers laquelle faire le compte à rebours. Il n'y a pas d'hiver qui finit par un vol de retour vers la chaleur et la famille. Il n'y a que Mars et les mêmes murs et les mêmes visages, et la certitude que ce n'est pas un chapitre de la vie, mais tout le reste de la vie. Une personne peut endurer presque n'importe quoi si elle sait que ça finira. C'est l'absence de faim qui brise les gens. Laisse-moi te montrer le moment qui porterait le plus de poids de tous, je crois. Le moment où tout le piège se distille en une seule image. C'est le petit matin sur Mars, avant que le travail de l'équipage ne commence, et l'un des colons s'approche d'une fenêtre ou se tient en combinaison juste à l'extérieur de l'habitat et lève les yeux vers l'obscurité qui s'efface de l'aube martienne. Et là, parmi les dernières étoiles, il y a un point de lumière plus brillant et plus stable que les autres, bas sur l'horizon. Ce n'est pas une étoile, c'est la Terre. Depuis la surface de Mars, notre monde entier est réduit à un seul point de lumière bleue assez petit pour être caché derrière un pouce levé. Un point pâle sans trait visible, sans continent, sans océan, sans nuages, juste une étincelle de bleu dans le noir. Et le colon se tient là et comprend, d'un seul coup et complètement, que chaque personne qu'il a jamais aimée se tient sur ce seul point de lumière. Chaque ami, chaque parent, chaque enfant. Toute l'histoire humaine, sauf les quelques personnes à côté de lui. Tout ça rassemblé sur cette unique étincelle bleue qu'il pourrait couvrir du bout du doigt et sur laquelle il ne se tiendra plus jamais. C'est, je crois, la vraie forme du destin que nous avons tourné autour toute la nuit. Ce n'est pas seulement physique. C'est l'agonie spécifiquement humaine de voir chez soi, de pouvoir le montrer du doigt, de tenir tout son monde dans le coin de l'œil comme une tache de bleu, et de savoir que la distance qui t'en sépare est une distance que ton propre corps a rendue infranchissable. Tout ce dont on a parlé ce soir suppose une chose qu'on n'a jamais remise en question. Ça suppose que l'être humain allant sur Mars est un être humain ordinaire avec un corps humain ordinaire ayant évolué pour une planète spécifique. Mais il y a une ligne de pensée, entièrement sérieuse, poursuivie par de vrais scientifiques, qui regardent tous les obstacles que nous avons décrits et tirent une conclusion saisissante. Si le corps humain ne peut pas survivre à Mars, alors peut-être ne devrions-nous pas envoyer le corps humain tel qu'il est. Peut-être devrions-nous le changer. Peut-être que la seule façon de vraiment vivre sur un autre monde est de devenir délibérément un type de créature différent. Les outils pour ça ne sont pas de la science-fiction. Ils existent déjà sous forme préliminaire. On a maintenant la capacité d'éditer les gènes, d'atteindre le manuel d'instruction à l'intérieur de nos cellules et de le réécrire. Les agences spatiales ont déjà commencé à explorer ça discrètement, testant même des techniques d'édition génétique à bord de la station spatiale. Il y a une créature sur Terre, microscopique, presque comiquement robuste, surnommée l'ourson d'eau, le tardigrade, qui peut survivre à des choses qui devraient être impossibles. Elle peut être déshydratée complètement, congelée quasiment au zéro absolu, bombardée de rayonnements, même exposée au vide brut de l'espace, et elle revient à la vie. Une partie de son secret est une protéine spéciale qu'elle produit et qui protège son ADN des dommages. Et en 2016, des scientifiques ont pris le gène de cette protéine chez le tardigrade et l'ont mis dans des cellules humaines en laboratoire. Le résultat a été extraordinaire.
Ces cellules humaines sont devenues nettement plus résistantes au rayonnement, de l'ordre de 40% mieux protégées contre le type de dommages que les rayonnements spatiaux infligent. Relis ça. On a déjà, dans une boîte de pétri, rendu des cellules humaines partiellement à l'épreuve des rayonnements en empruntant un gène à un autre animal. La porte vers notre propre réingénierie n'est pas verrouillée, elle est entr'ouverte. Suis maintenant cette pensée jusqu'au bout, parce que c'est là que ça devient véritablement vertigineux. Si on peut emprunter un gène pour résister au rayonnement, pourquoi s'arrêter là? Un monde mortellement froid pourrait demander des gènes empruntés à des créatures qui prospèrent dans la glace. Un monde avec peu d'oxygène pourrait demander des modifications à la façon dont le corps utilise le peu qu'il y a. L'être humain qui pourrait réellement prospérer sur Mars dans cette vision n'est pas tout à fait l'être humain qui lit ces mots. C'est quelque chose d'adjacent à nous, quelque chose d'adapté, quelque chose de nouveau. Et voici la pensée que je trouve presque impossible à maintenir stable dans mon esprit. Imagine le premier enfant conçu pour vivre sur Mars, modifié génétiquement avant la naissance pour y survivre, doté de n'importe quelle combinaison de gènes empruntés et réécrit qu'il faudrait pour endurer le froid et les rayonnements et le monde fin et empoisonné. Imagine cet enfant grandissant sous un ciel rose dans un corps conçu pour une gravité de 38%, dans des cellules endurcies contre un rayonnement qui te rendrait malade, toi ou moi. Maintenant imagine ce que ça signifie pleinement. Cet enfant, construit pour Mars, pourrait ne jamais être capable de survivre sur Terre. La pleine gravité de notre monde pourrait être trop pour un corps façonné pour un monde plus léger. La planète bleue qui a fait naître notre espèce entière pourrait être aussi hostile à cet enfant martien que Mars l'est pour nous. Un être humain, ou quelque chose descendu d'un être humain, pour qui la Terre elle-même et le monde étranger est mortel, et Mars le seul foyer. C'est le point où toute l'entreprise entre en collision avec une question à laquelle nous ne sommes pas du tout préparés à répondre. Pas si nous pouvons le faire, mais si nous devrions le faire. Modifier les gènes d'une personne avant sa naissance, décider à l'avance quel trait elle aura, ce qu'elle pourra survivre et ce vers quoi elle ne pourra jamais revenir, c'est l'un des pouvoirs les plus profonds qu'une espèce puisse jamais saisir. Et nous ne faisons que commencer à le tenir. Le piège ne se referme pas seulement sur les premiers voyageurs. Il se tend vers leurs descendants et réécrit silencieusement ce que ces descendants sont. Ce qui nous ramène enfin tout au début, à la personne dans le siège regardant par le hublot un monde bleu. Il est temps de nommer le destin que nous avons passé toute la nuit à cerner. Les premiers humains à atteindre Mars y vont presque certainement pour rester. Pas comme un choix fait dans un élan de bravoure, bien que ça demanderait un courage énorme. Pas comme un rebondissement dramatique ou une tragédie imposée de l'extérieur, mais comme une conséquence tranquille de ce que les corps humains sont et de ce que les deux mondes sont. Le voyage allait transforme le voyageur selon des courbes qui rendent le retour dangereux ou impossible. La destination n'offre pas de gravité pour les guérir et pas de bouclier pour les protéger. La fusée qui les ramènerait chez eux n'existe pas encore et pourrait ne pas être constructible à temps. Et même si elle l'était, le corps qui la prendrait pourrait ne plus supporter la contrainte. Et le monde sur lequel ils arrivent refuse patiemment et complètement de devenir le foyer autosuffisant que le rêve promettait. Chaque chemin de retour est bloqué, et chaque chemin vers l'avant mène plus profondément dans un endroit qui n'a jamais été fait pour eux. Ce n'est pas une épreuve temporaire. Pour les premiers, c'est très probablement permanent. Ils partent, ils restent, et ils finissent leur vie sous un ciel rose, à 200 millions de kilomètres de tout ce qui les a fait. J'ai dit que c'était terrifiant et je maintiens ce mot parce que c'est véritablement terrifiant de contempler un destin sans porte de sortie. Mais je veux faire attention ici à la fin de dire aussi l'autre chose vraie. Parce qu'un destin peut être terrifiant et ne pas être que de la terreur. Il y a quelque chose d'autre tissé à travers tout ça, quelque chose que je ne peux appeler que de la dignité. Les premiers martiens seraient les premiers êtres humains dans toute l'histoire de la vie sur Terre à appartenir à un autre monde. Pas à le visiter, à lui appartenir, à y vivre et à y mourir comme citoyens d'une planète qui n'est pas celle sur laquelle leur espèce est née. Et chacun d'entre eux aurait su. C'est la partie à laquelle je reviens sans cesse, la partie qui transforme la terreur en quelque chose de plus compliqué et de plus humain. Ils sont montés en sachant. Pense à cette phrase maintenant, à la toute fin, avec tout ce qu'on a appris derrière elle. Quand je l'ai dite au départ sur le pas de tir, c'était un présage, une ombre sur une scène pleine d'espoir. Ils sont montés en sachant, et ça sonnait comme une condamnation. Mais regarde-la maintenant. Monter dans un vaisseau en comprenant que la porte se verrouillera derrière toi, que tes os s'aminciront et que ton cœur rétrécira, que le monde vers lequel tu vas résisteras à chaque tentative d'y vivre, que tu ne te tiendras très probablement plus jamais sur le point de lumière bleue qui tient tous ceux que tu aimes, et s'attacher dans le siège quand même, calmement, volontairement, pour le fait d'être le premier, pour le bien de ceux qui viendront après, pour le simple fait de tendre la main. Ce n'est pas l'acte d'une victime, c'est l'une des choses les plus remarquables qu'un être humain puisse jamais choisir de faire. Ils sont montés en sachant. Ça a commencé comme le bruit d'un piège qui se ferme. Ça finit comme le son d'une décision, prise les yeux ouverts, face au noir.
Je te laisse avec l'image par laquelle on a commencé, changée maintenant par tout ce qui s'est passé entre. La personne dans le siège regardant par le hublot la Terre. Seulement maintenant, imagine-la depuis l'autre direction. Imagine-la des années plus tard, debout à la surface de Mars dans le froid d'un matin martien, levant les yeux vers cette même Terre. Plus un monde entier remplissant un hublot, mais un unique point de lumière bleue, bas dans l'aube. Tous ceux qu'elle a jamais aimés sont sur ce point. Elle ne le touchera plus jamais. Et elle le savait. Elle savait tout avant même de partir. Que ce soit la chose la plus triste que tu aies jamais entendue, ou la plus courageuse, ou d'une certaine façon les deux à la fois, je te laisserai en décider dans le calme tandis que tu dérives. Le destin des premiers humains à atteindre Mars est d'appartenir pour toujours à un autre monde et de l'avoir choisi. Le savoir, c'est la terreur de la chose, et étrangement, c'est aussi sa grâce. Repose-toi bien ce soir. Tu es encore là, sur le point de lumière bleue, sous un ciel assez épais pour respirer et une gravité assez forte pour te tenir. C'est une chose plus rare et plus précieuse qu'on ne se souvient jamais de le remarquer. Dors bien et profite de l'air.